En août 2024, Tory Bruno, alors PDG de United Launch Alliance et donc chef du seul autre fabricant américain de fusées digne de ce nom à l'époque, à part SpaceX, a eu une réaction remarquable à la première photo officielle du Raptor 3. Il a posté un commentaire dans lequel il laissait entendre que SpaceX avait présenté un moteur à moitié assemblé. Il lui manquait tous les tuyaux, les brides, les câblages externes qu'il s'attendait à voir sur un moteur de fusée terminé. Bruno s'est trompé. Ce qu'il voyait, c'était un Raptor 3 complet. Les composants apparemment manquants ont été intégrés ou éliminés par optimisation. Ce que nous avons devant nous ici n'est pas une mise à jour itérative du modèle précédent. C'est un moteur qui oblige l'industrie établie à remettre en question ses propres normes. Aujourd'hui, nous faisons ce que nous n'avons pas fait jusqu'à présent. Nous allons aussi loin que possible. Comment fonctionne exactement un Raptor 3 ? Quelle pression règne à quel endroit ? Quelle température ? Quels matériaux ? Comment se fait l'écoulement ? Qu'est-ce qui a vraiment été simplifié ? Et pourquoi tout le secteur dit-il que ce moteur représente un saut de génération ? Je m'appelle Sirwan et voici Mars Chroniken. Avant de jeter un œil au Raptor 3, nous devons clarifier une question fondamentale d'architecture. Parce qu'un moteur fusée n'est pas simplement une chambre de combustion avec une tuyère. C'est un système thermodynamique hautement complexe qui puise le carburant dans les réservoirs, l'amène parfois à une pression extrêmement élevée, le brûle dans une réaction contrôlée et expulse les gaz résultants à grande vitesse vers l'arrière. La façon dont cela se produit dépend du cycle moteur. Il existe différentes familles de ces cycles. Il y a les cycles ouverts, comme le générateur de gaz ou le tap-off, ou les cycles fermés, comme la combustion étagée ou l'expanseur. Ouvert signifie dans ce cas que certaines parties des ergols ne passent pas par la chambre de combustion principale, tandis que dans les cycles fermés, tous les ergols passent à l'intérieur de la chambre de combustion principale. Tout en haut de la catégorie reine de l'efficacité se trouve la variante du cycle de combustion étagé appelée Full Flow Staged Combustion. En allemand, nous disons Vollstromgestufte Verbrennung. C'est encombrant mais précis. Le Raptor utilise ce cycle. Ce qui rend la combustion étagée à flux complet si spécial peut être expliqué au mieux par un chiffre. Dans toute l'histoire de l'exploration spatiale, seuls 3 moteurs ont été développés qui ont réellement pu allumer ce cycle sur un banc d'essai. Le premier, c'était le RD-270 soviétique dans les années 60, il n'a jamais volé et le programme a été annulé. Le deuxième était le Integrated Powerhead Demonstrator d'Aerojet Rocketdyne, un projet commun avec la NASA au début des années 2000. Celui-ci non plus n'a jamais volé. Le troisième, c'est le Raptor. C'est le seul moteur à combustion étagée à flux complet qui ait jamais volé en opérationnel. Et avec le Raptor 3 SpaceX, perfectionne un cycle sur lequel les plus grands ingénieurs motoristes du monde ont échoué pendant 60 ans. Actuellement, 4 autres moteurs de ce type sont en développement. Le Zenith chez Stoke Space, l'Aerowave chez Ursa Major, le BF-BF-20 chez Landspace et le Mjolnir chez New Frontier Aerospace. Voyons maintenant pourquoi la combustion étagée à flux complet, en particulier dans la version Raptor, est si géniale. Dans un moteur fusée classique, prenons par exemple le RD-180, qui propulse encore aujourd'hui l'Atlas Fish, il n'y a qu'un seul précombusteur. Ce précombusteur est en principe une petite chambre de combustion qui brûle une partie du carburant et utilise le gaz chaud produit pour entraîner une turbine. Cette turbine entraîne à son tour les pompes à carburant, qui injectent le carburant principal dans la chambre de combustion principale. Ce qui s'y passe est totalement absurde. D'une part, le RD-180 est aussi un moteur à combustion étagée. On veut donc brûler encore davantage les gaz d'échappement de la turbine, dans la chambre de combustion principale. Pour cela, ils doivent encore avoir une pression suffisamment élevée après avoir quitté la turbine pour pouvoir être injectés dans la chambre de combustion principale. Dans la chambre de combustion principale du RD-180, la pression atteint 267 bars. En tenant compte des pertes par frottement et de la détente à travers la turbine, le mélange doit donc initialement avoir plus du double de cette pression. Mais c'est encore plus impressionnant.
Lorsque les Américains ont pu examiner le RD-180 pour la première fois, après la chute de l'Union soviétique, ils étaient stupéfaits. Les Russes avaient réussi à réaliser une précombustion pauvre. Les experts en moteur connaissent la combustion pauvre. Dans ce cas, le mélange d'air et de carburant contient tellement d'air qu'il y a plus d'oxygène que ce qui peut être brûlé avec la quantité de carburant présente. Ça ne semble pas si spécial. La différence subtile ici, c'est que l'air est composé à 80% d'azote. Et cet azote, lors d'une combustion pauvre, empêche l'oxygène de faire beaucoup de bêtises. Mais dans les moteurs de fusée, on utilise souvent de l'oxygène pur. Et un mélange d'oxygène et d'azote à température ambiante, c'est déjà dangereux. Il réagit très facilement avec tout ce qui nous entoure. La rouille, par exemple, en est le résultat. Mais dans la précombustion, les températures atteignent environ 600 degrés. 600 degrés Celsius, et seule une petite partie de l'oxygène est brûlée avec une sorte de kérosène, dans le cas du RD 180. L'oxygène chaud et libre est très réactif. Mais vraiment très réactif. Il cherche à se lier intimement avec à peu près tout ce qui l'entoure. Par exemple, l'acier. L'acier inoxydable ordinaire supporte bien l'air chaud et ne rouille pas. Mais à 600 degrés Celsius même lui devient fragile. Ici, les Russes ont trouvé un alliage qui ne cède toujours pas. Un alliage que les Américains cherchèrent depuis longtemps, mais qu'ils n'ont pas trouvé avant la chute de l'Union soviétique. On pourrait bien sûr se demander pourquoi les Russes n'ont pas simplement utilisé le flux de kérosène pour alimenter la précombustion. Après tout, une combustion riche lirait tout l'oxygène, et le kérosène chaud, s'il n'y a plus d'oxygène, n'a aucun intérêt à se lier à d'autres substances. Le problème avec le kérosène, cependant, c'est qu'il ne brûle pas proprement, et pourrait donc encrasser la turbine avec des particules de suie. Maintenant, il y a l'hydrogène, ou comme dans le cas du Raptor, le méthane, qui brûle proprement même avec un mélange riche. Parfait. Alors pourquoi tout ce stress avec le full flow? Cela signifie que les deux substances, donc l'oxydant dans notre cas, c'est-à-dire l'oxygène et le carburant, donc le méthane, sont tous deux précombustés. Si on est un peu fou et qu'on pense que 267 bars dans la chambre de combustion principale ne suffisent de pas, alors avec une précombustion utilisant seulement de l'oxygène ou seulement du méthane, on atteint rapidement des limites de température. Même si l'alliage peut peut-être supporter de l'oxygène chaud, l'acier en général commence à perdre de la stabilité au-dessus de 600 degrés Celsius et souffre déjà trop de la chaleur. La combustion étagée à flux complet résout exactement ce problème de manière élégante. Au lieu d'un précombusteur, il y en a maintenant deux. L'un fonctionne avec un excès de méthane, qui entraîne la turbopompe à méthane-méthane, et l'autre fonctionne avec un excès d'oxygène, qui entraîne la turbopompe à oxygène-oxygène. Les deux fonctionnent à des températures nettement plus basses qu'un seul précombusteur ne le devrait, car chacun d'eux n'a à fournir qu'une partie du travail des pompes. Cela augmente nettement la durée de vie des turbines. Et cela signifie quelque chose de très spécifique pour la combustion. L'ensemble du carburant, c'est-à-dire le méthane et l'oxygène, a traversé l'étape de précombustion avant d'entrer dans la chambre de combustion principale. Les deux flux de carburant sont alors à l'état gazeux. Pas liquide, gazeux. Et ils ont déjà absorbé de l'énergie. C'est l'idée centrale. Lorsque du méthane liquide rencontre de l'oxygène liquide, il faut d'abord les vaporiser, puis les mélanger, puis les enflammer. Lorsque le méthane gazeux rencontre l'oxygène gazeux, ils se mélangent pratiquement instantanément et brûlent encore plus proprement. Ainsi, toute l'énergie est libérée directement dans la chambre de combustion et peut être utilisée de manière optimale ici. Ce serait idéal si le refroidissement par film n'était pas nécessaire, mais j'y reviendrai plus tard. C'est ce que fait le Raptor 3. Si ça t'enthousiasme autant que moi, alors appuie sur le bouton hype si tu l'as. Sinon, un like, un abonnement ou un commentaire aident aussi énormément la chaîne. Aujourd'hui, nous allons entrer dans des détails techniques comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. Ceux qui restent jusqu'au bout en sauront plus sur le Full Flow Staged Combustion que 90% des influenceurs spatiaux germanophones. Promise. Merci et on continue. Suivons maintenant le carburant à travers le moteur. C'est en effet la meilleure façon de comprendre ce qui se passe. Tout commence dans les réservoirs de la fusée.
Dans le propulseur, il y a 2700 tonnes d'oxygène liquide à moins de 183 degrés Celsius et 700 tonnes de méthane liquide à moins de 162 degrés Celsius. Les deux sont cryogéniques, donc en dessous du point d'ébullition, ce qui les rend plus denses et augmente ainsi les débits massiques. Sur chacun des 33 moteurs du propulseur, 2 turbopompes aspirent leur part de ces réservoirs. Une pompe à l'OX et une pompe à méthane. Le rapport est d'environ 3,6 pour 1 en faveur de l'oxygène. Une petite quantité de méthane est délibérément gaspillée, car cette chimie permet d'augmenter l'impulsion spécifique de quelques pourcents. Les pompes sont sacrément petites pour ce qu'elles accomplissent. Une turbopompe Raptor tourne à plus de 45 000 tours par minute, poussant environ 180 kg de méthane et environ 660 kg d'oxygène par seconde à travers le système. En 2 secondes, c'est donc le poids d'une Passat Brake qui passe à travers un Raptor. Les turbopompes génèrent une pression d'environ 800 bars. Tout s'écoule en aval et fonctionne à une pression plus basse. C'est fait exprès, sinon ça s'écoulerait dans l'autre sens. Et rappelez-vous, dans la chambre de combustion principale, Raptor 3 a encore environ 350 bars. Maintenant, voici la première astuce. Avant que le flux principal des ergols n'entre dans la chambre de combustion, il passe par les 2 prébrûleurs. Le prébrûleur LOX reçoit presque tout l'oxygène ainsi qu'une petite quantité de méthane. Le prébrûleur au méthane reçoit presque tout le méthane ainsi qu'une petite quantité d'oxygène. Les deux s'enflamment, l'un lors d'une combustion riche en oxygène, l'autre lors d'une combustion riche en méthane. Les températures restent en dessous des seuils critiques qui détruiraient le matériau des aubes de turbine, car le rapport de mélange est loin du mélange stöchiométrique. Les gaz chauds issus de ces 2 prébrûleurs entraînent ensuite les turbines, qui à leur tour actionnent les pompes. C'est le système auto-entretenu. Les pompes font passer les ergols par les prébrûleurs. Les prébrûleurs fournissent de l'énergie aux pompes. Mais maintenant, le point décisif, ces gaz chauds ne sont pas évacués, ils continuent leur chemin. Les 2 flux vont dans la chambre de combustion principale. Là, ils se mélangent gaz à gaz et effectuent la dernière étape de la combustion. C'est exactement cela la combustion étagée, la combustion en plusieurs phases. Et comme rien ne s'échappe ici sans être utilisé, le moteur atteint son efficacité extrême. Ici encore, quelque chose montre toute l'élégance de ce système. Pendant que le carburant est aspiré hors des réservoirs, un problème se crée à l'intérieur même des réservoirs. Il s'effondrerait. Imagine que tu essayes d'aspirer le contenu d'une bouteille en plastique sans que l'air puisse y entrer. Elle se contracte. Pour une fusée contenant 3400 tonnes de carburant dans des réservoirs en acier à parois fines, ce serait catastrophique. Le maintien actif de la pression dans les réservoirs est donc nécessaire, pendant qu'ils se vident à une vitesse folle. La solution classique à cela, c'est l'hélium. Donc tu prends de l'hélium stocké à l'extérieur dans des bouteilles haute pression et tu le laisses s'écouler dans les réservoirs pendant que le carburant s'écoule. Ça marche. Mais ça pose 3 problèmes. L'hélium est cher, rare dans le monde entier, et les bouteilles d'hélium pèsent un poids que tu préférerais utiliser pour la charge utile. Mais quel est le rapport avec les récepteurs ? SpaceX a en effet trouvé une solution extrêmement élégante à ce problème. Il s'agit de la pressurisation autogène. Voici comment cela fonctionne. Avant que le méthane et l'oxygène n'atteignent les précombusteurs, une petite partie de ces gaz est prélevée. Cette partie est vaporisée grâce à la chaleur résiduelle du moteur. Cela se produit de toute façon grâce au refroidissement régénératif. Les gaz ainsi produits, le méthane gazeux et l'oxygène gazeux, sont ensuite renvoyés dans leurs réservoirs respectifs. Ils remplissent l'espace libéré par le carburant pompé et maintiennent ainsi la pression constante. Mais cela n'est pas sans difficulté non plus. En effet, dans les réservoirs, un gaz très chaud entre en contact avec un liquide cryogénique. Ainsi, le liquide finit par se réchauffer et le gaz se refroidit. La pression diminue donc. Si le liquide se met à balloter, il peut y avoir une décompression soudaine. Tout cela est gérable, mais il faut en tenir compte et le contrôler avec précision. Le moteur ne s'alimente donc pas seulement lui-même en énergie, mais il maintient aussi en même temps les réservoirs sous pression, d'où il puise son carburant.
un circuit fermé. Pas d'hélium externe. Aucun système supplémentaire. Juste une petite dérivation du flux de carburant qui résout le problème de façon élégante. C'est encore le même principe. Supprimer ce qui peut être intégré. Comme tu peux l'imaginer, c'est aussi une performance énorme de produire la bonne quantité de gaz et de la faire circuler dans les réservoirs. Parce que tu ne veux ni trop peu de pression. Tous ces paramètres doivent être parfaitement équilibrés. Rien qu'en y pensant, je me sens déjà surmené. Dans la chambre de combustion principale, la pression atteint 350 bars. C'est environ 350 fois plus que la pression atmosphérique au niveau de la mer. Pour situer, le célèbre moteur F1 de la Saturn V qui a emmené Apollo sur la Lune n'avait qu'une pression de chambre de 70 bars. Le moteur principal de la navette spatiale, jadis réputé comme le plus impressionnant technologiquement, atteignait une pression de 207 bars. Le Raptor 2 a atteint 300 bars. Le Raptor 3 repousse la limite à 350 bars. C'est physiquement proche de la limite de ce qui est réalisable avec les matériaux actuels. La température dans la chambre de combustion, environ 3250 degrés Celsius, c'est plus chaud que le point de fusion de la plupart des métaux. L'acier fond à 1500 degrés, le tungstène, le métal le plus résistant à la chaleur, fond à 3422 degrés. Cette matière est par exemple utilisée dans les ampoules. Avant d'examiner la survie du moteur à ces températures, intéressons-nous d'abord à la phase la plus difficile d'un moteur Raptor, la mise en route. En effet, le moteur en fonctionnement stationnaire est un système thermodynamique stabilisé. Mais comment y parvient-il ? Et dans quel ordre ? Le démarrage est une danse à l'échelle de la sous-seconde, où tout doit se dérouler selon une chorégraphie très précise. Si ne serait-ce qu'un seul composant fait son travail un dixième de seconde trop tôt ou trop tard, le moteur passe dans un état que l'on appelle dans le secteur RUD. Démontage rapide non planifié. Démontage rapide non planifié. En d'autres termes, ça explose. La séquence comporte deux phases et les deux sont délicates. La première, c'est la préparation. Le carburant dans les réservoirs est cryogénique, ça, on le sait déjà. S'il entre en contact avec des pompes ou des conduites chaudes, il s'évapore instantanément et produit des bulles de vapeur qui détruiraient les turbopompes en quelques secondes. SpaceX refroidit donc activement le moteur plusieurs minutes avant le lancement en faisant circuler de petites quantités de carburant dans le système. Ce goutte-à-goutte sous les moteurs lors des lancements de Starship n'est pas une fuite, mais le refroidissement du moteur. Parallèlement, les turbopompes doivent commencer à tourner avant l'allumage proprement dit, sinon elles ne laisseraient pas passer le flux de carburant entrant. Pour cela, elles sont brièvement mises en rotation à l'aide d'hélium haute pression ou de gaz de carburant froid, fournis depuis le sol au décollage, et pour la rentrée et l'atterrissage à partir de leur propre réservoir COPV à bord, c'est-à-dire des bouteilles d'hélium à haute pression enveloppées de fibres de carbone. La deuxième phase est l'allumage proprement dit. D'abord, les prébrûleurs s'allument grâce à un allumeur électrique. Les gaz chauds traversent les turbines et les turbines entraînent les pompes. L'entraînement externe est coupé. Le système passe en fonctionnement autonome. Des fractions de secondes plus tard, les sorties gazeuses des précombusteurs se rencontrent dans la chambre de combustion principale et s'enflamment. Poussée maximale. Ce qui est fascinant, ce n'est pas que cela fonctionne. Ce qui est fascinant, c'est que cela doit fonctionner sur 33 moteurs à la fois. Si un seul ne termine pas correctement sa séquence, il est retiré du groupe et le booster décolle avec 32 moteurs. 3 pannes deviennent problématiques. DIX, ça veut dire pas de lancement. Le démarrage parallèle est de loin le moment le plus difficile de tout le vol. Et en même temps, c'est la justification économique pour 33 moteurs. Redondance. SpaceX n'a jamais documenté publiquement la chorégraphie exacte à la seconde près. Ce que je viens de décrire, c'est la séquence reconstituée à partir de déclarations publiques, d'enregistrements de tests et des principes généralement connus de la combustion étagée à flux complet. Passons maintenant à la question de savoir comment le moteur survit à ces températures et pressions incroyables. La réponse: refroidissement régénératif et par film. Les parois de la chambre de combustion et de la tuyère ne sont pas massives. Elles sont traversées par de fins canaux qui longent la paroi extérieure.
Avant que le méthane ne soit pompé dans les précombusteurs, il circule d'abord à travers ces canaux. Le méthane froid, toujours proche de moins 160 degrés, absorbe ainsi la chaleur des parois de la chambre de combustion. Il refroidit activement les parois, tout en passant lui-même de l'état liquide à l'état gazeux. C'est vraiment élégant. Tu prends la chaleur que tu devrais normalement évacuer autrement et tu la réinjectes dans le carburant. Un double avantage. La chambre de combustion ne surchauffe pas et le méthane arrive préchauffé dans le précombusteur, ce qui augmente encore l'efficacité de la combustion. Sur le Raptor 3, ce mécanisme a été considérablement amélioré. Alors que les Raptor 1 et 2 nécessitaient encore de nombreux composants externes avec un bouclier thermique séparé, sur le Raptor 3, les anciennes conduites externes ont été déplacées à l'intérieur de la structure principale et refroidissent également d'autres composants du moteur. Elles sont maintenant intégrées au circuit de refroidissement régénératif. Le bouclier thermique est ainsi devenu superflu. Complètement. Pas réduit, pas simplifié, mais complètement supprimé. Rien que cette étape permettrait, selon SpaceX, d'économiser environ 1 tonne de masse par moteur, si l'on inclut les composants du véhicule associé. Avec un total de 39 moteurs par ensemble, soit 33 pour le booster et 6 pour le vaisseau, cela représente une économie de masse de 39 tonnes. 39 tonnes auparavant destinées au bouclier thermique peuvent désormais être utilisées pour la charge utile ou le carburant. C'est plus que le poids total du télescope spatial James Webb lorsqu'il a été lancé vers le point de Lagrange 2. Cependant, ce refroidissement seul ne suffit pas pour le col de la chambre de combustion, là où elle rejoint la tuyère. Ici, du méthane est également injecté directement dans le flux gazeux à travers de minuscules trous pour protéger la paroi de la chaleur intense qui passe. À proprement parler, le Raptor n'est donc plus un cycle entièrement fermé, car le méthane de refroidissement s'échappe sans être brûlé. Mais le gain de pression compense largement la perte d'efficacité. Il existe une façon de penser que tous les produits d'ingénierie vraiment révolutionnaires ont en commun: éliminer tout ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Sur le Raptor 3, des centaines de composants externes ont été éliminés parce qu'ils pouvaient être intégrés. La chambre de combustion refroidit la zone de combustion, le méthane se préchauffe, le bouclier thermique a été complètement supprimé. Il ne reste plus rien qui ne doive pas être là. C'est exactement cette philosophie que le sponsor de cette vidéo a adoptée. Nuki, une entreprise autrichienne de Graz, fabrique depuis 2015 la serrure intelligente qui applique exactement cette idée à la serrure de porte. Tu n'as rien à percer, rien à remplacer et tu n'as pas besoin de serrurier. La serrure intelligente Nuki se monte simplement à l'intérieur sur ta serrure de porte existante. En moins de 5 minutes pour la Smart Lock Pro, en moins de 15 minutes pour la Smart Lock Ultra. Sans perçage, sans vis, sans violation de contrat de location. Ce que tu as ensuite, c'est ta porte, mais en plus intelligent. Elle s'ouvre automatiquement lorsque tu t'approches, grâce à l'auto-unlock. Tu la contrôles avec ton smartphone, ta montre connectée, ton empreinte digitale ou un code à 6 chiffres. Tu peux donner accès à ta famille ou à des artisans via l'application. Limité dans le temps, révocable à tout moment. Et si quelqu'un te demande si c'est sûr, Nuki est développé en Autriche, fabriqué en Europe et est donc soumis aux normes de protection des données les plus strictes au monde. Fabriqué en Europe doit ici être compris comme une promesse de qualité. Pour moderniser votre serrure sans modifier tout votre appartement, retrouvez le lien vers Nuki dans la description ci-dessous, ou tout simplement via ce code QR ici. Avec le code MASCHRONIKEN, vous bénéficiez d'une remise de 15 sur la Smart Lock Pro et la Smart Lock Ultra. Et maintenant, retour au Raptor. Alors, où en étions-nous? Au bouclier thermique, désormais inutile. Ce n'est pas la seule mesure radicale apportée au Raptor 3. Regardons la fabrication. Le Raptor 1 a été construit de façon classique. De nombreuses pièces individuelles, des soudures, des brides, des assemblages vissés, des centaines de composants qui devaient chacun être fabriqués, contrôlés et assemblés. C'était coûteux et lent. Un Raptor a coûté environ 2 millions de dollars pièce. Pour un booster avec 33 moteurs, cela fait 66 millions de dollars plus 6 moteurs supplémentaires pour le vaisseau, donc encore 12 millions de dollars. Au total, 78 millions de dollars par ensemble. Rien que pour les moteurs. Pour le Raptor de SpaceX a complètement revu la conception. Les soudures ont remplacé de nombreuses brides.
Les capteurs ont été regroupés. La turbomachine a été entièrement repensée. Cela a fait baisser le prix unitaire à environ 1 million de dollars. La moitié. Mais ce n'était que la préparation. Avec le Raptor, 3 SpaceX a porté la fabrication à un autre niveau. Ici, l'impression 3D est utilisée à grande échelle. Pas comme avec une imprimante de loisirs à la maison, mais plutôt via la fusion sur lit de poudre par laser ou le jet de liant. Donc, des procédés industriels d'impression métallique qui permettent de fabriquer des composants entiers en une seule pièce. Auparavant, ils étaient assemblés à partir de dizaines de pièces. Le carter de turbopompe, par exemple, est une seule pièce imprimée de façon monolithique sur le Raptor 3 pas de soudure. Aucun point de fuite potentiel. La plaque d'injection, c'est-à-dire la pièce qui injecte le carburant de manière contrôlée dans la chambre de combustion, est également une seule pièce imprimée sur le Raptor 3 avec des canaux de refroidissement intégrés. Au total, le Raptor 3 compte environ 30 pièces de moins que le Raptor 2. Et grâce à cette simplification, le prix baisse à nouveau, à environ 250 000 $ par moteur. Pour situer, le moteur principal de la navette spatiale, qui est également utilisé par le SLS, donc le RS-25, coûte environ 100 millions de dollars pièce. Quel gaspillage d'argent! Concernant les matériaux, le Raptor 3 utilise des alliages haute performance. La chambre de combustion et les parois de la tuyère sont fabriquées en cuivre et en inconel, un super alliage à base de nickel qui reste très résistant à la corrosion même à des températures élevées. L'inconel fond également à environ 1300 degrés Celsius, mais ici, le refroidissement régénératif intervient et empêche la fusion. Ça paraît absurde? Cependant, on peut observer un phénomène similaire si l'on remplit un sac en plastique d'eau et qu'on approche un briquet. En fait, le plastique devrait fondre immédiatement, mais l'eau refroidit tellement bien que le sac en plastique résiste à la chaleur. Pour les composants qui entrent en contact avec de l'oxygène pur et chaud, SpaceX a développé un alliage spécial, SXSX5Sense. Elle a été spécialement conçue pour la combustion riche en oxygène sous une pression extrême et elle résiste à l'oxygène gazeux jusqu'à 810 bars. C'est un développement interne qui n'est utilisé dans aucun autre moteur au monde. Ce qui a vraiment choqué l'industrie avec le Raptor 3, c'est la combinaison de tous ces facteurs. Construire un moteur qui fournit plus de poussée que ses prédécesseurs, c'est de la routine. Construire un moteur plus léger, c'est pareil. Construire un moteur moins cher, c'est un rêve. Mais les trois en même temps, cela était considéré comme impossible dans l'industrie. Raptor 1 pesait 2080 kg et produisait 185 tonnes de poussée. Raptor 2 pesait 1630 kg et produisait 230 tonnes de poussée. Raptor 3 pèse 1525 kg et fournit 280 tonnes de poussée. À chaque étape, plus léger, plus puissant, moins cher, le secteur a un mot pour cela. Boucle de rétroaction positive. Lorsque tout s'améliore en même temps, tu peux aussi tout faire passer à l'échelle en même temps. L'impulsion spécifique, c'est-à-dire l'efficacité au sens strict, est de 334 secondes au niveau de la mer et de 350 secondes dans le vide pour le Raptor 3. À titre de comparaison, le RS-25, très perfectionné, atteint environ 366 secondes au niveau de la mer. Cependant, dans le vide, il atteint 452 secondes. Cependant, cela nécessite de l'hydrogène comme carburant, ce qui entraîne toute une série d'autres problèmes. Les premières idées de SpaceX pour le Raptor utilisaient aussi l'hydrogène. Ils ont toutefois choisi de ne pas le faire pour des raisons pragmatiques. Mais les détails à ce sujet sont un peu trop pour cette vidéo. La version sous vide du Raptor 3 équipée d'une grande tuyère pour fonctionner dans le vide devrait atteindre à terme une impulsion spécifique de 380 secondes, mais il nécessite encore un peu de travail. Actuellement, c'est plutôt autour de 370 secondes, et Elon Musk a déclaré publiquement que le Raptor 3 n'est pas encore le bout du chemin. Les itérations futures devraient atteindre 300 tonnes de poussée et un rapport poussée-masse supérieur à 200. Ce serait la valeur la plus élevée jamais atteinte par un moteur fusée. Examinons la cadence des essais, aussi impressionnante que les caractéristiques techniques. Jusqu'en avril 2026, SpaceX a produit plus de 600 moteurs Raptor au total. Au cours des 2 dernières années,
plus de 40 000 secondes de combustion cumulées ont été enregistrées avec les configurations Raptor 3 sur le banc d'essai. Cela représente plus de 11 heures de mise à feu effective des moteurs, répartis sur des centaines de tests individuels. Avec une durée de combustion typique du Raptor de quelques secondes par test, cela signifie plus de 1000 allumages individuels sur les bancs d'essai horizontaux et verticaux à McGregor, au Texas. Récemment, on a aussi observé davantage de tests de longue durée. Et nous ne ratons rien grâce aux caméras installées sur place par NASA Spaceflight. Incroyable l'époque dans laquelle nous vivons. McGregor n'est d'ailleurs pas un site choisi au hasard. C'est le site des moteurs de SpaceX depuis 2003. C'est ici que le premier moteur Merlin a été testé. Aujourd'hui, chaque moteur Raptor est allumé ici avant d'être envoyé à Boca Chica ou en Floride. Au fil des années, le site a construit des dizaines de bancs d'essai. Ils peuvent tous fonctionner en parallèle. Certains jours, plusieurs moteurs Raptor fonctionnent simultanément dans différentes configurations et profils. La région autour de McGregor ressemble à une zone industrielle. Les habitants se sont habitués au son caractéristique qu'émet un Raptor lorsqu'il s'allume. Le taux de production est désormais si élevé que les moteurs Raptor sont littéralement produits pour être stockés. En 2022, il a été rapporté que SpaceX produisait un Raptor par jour. Aujourd'hui, le taux est probablement bien plus élevé, car le Raptor 3 a été développé pour la production. Nous parlons ici potentiellement de plusieurs moteurs par jour. Avec 33 moteurs par booster et 6 par vaisseau, soit 39 pour un ensemble complet, SpaceX peut théoriquement fabriquer un ensemble complet de moteurs toutes les 4 semaines environ, voire plus rapidement. Cela ne veut pas dire que SpaceX met 24 heures pour construire un moteur, mais plutôt qu'un moteur quitte la chaîne de production chaque jour. Ce que cela signifie économiquement peut être résumé en un seul chiffre. À 250 000 $ par moteur, l'ensemble de la section de propulsion d'un full stack coûte moins de 10 millions de dollars. Aujourd'hui, Falcon 9 livre des charges utiles pour environ 3 000 $ par kilogramme en orbite terrestre basse. Ariane 6 coûte 5 500 $, New Glenn 1 700 $. Si Starship V3 atteint comme prévu un coût inférieur à 50 millions de dollars par lancement, tout en mettant au moins 100 tonnes réutilisables en orbite, on arrive à environ 500 $ par kilogramme. 6 fois moins cher que Falcon 9, plus de 10 fois moins cher que l'Ariane 6 et toujours 3 fois moins cher que la New Glenn. Cela ne change pas le marché. Cela change même ce qu'on peut considérer comme un marché. Pour l'industrie spatiale établie, c'est un problème structurel. Le BE4, qui propulse à la fois la Vulcan et la New Glenn, utilise une combustion étagée riche en oxygène avec un seul précombusteur. L'écart de performance avec le Raptor 3 est réel et ne peut pas être comblé par un logiciel. Tory Bruno a publiquement laissé entendre que la Vulcan devra peut-être être modifiée pour rester compétitive. Pour la NASA, à l'inverse, tout le programme Artemis dépend du Raptor 3. La version lunaire HLS nécessite un ravitaillement en orbite. Le ravitaillement en orbite nécessite des véhicules citernes. Les véhicules citernes ont besoin de réserves de poussée massives. Des réserves de poussée massives nécessitent le Raptor 3. Sans le Raptor 3, aucun retour habité sur la Lune ne sera possible dans le délai politiquement acceptable. Et à plus long terme, mais c'est le plus important, le Raptor 3 transforme Mars d'une vision en une question d'ingénierie. SpaceX a reporté les missions martiennes à février 2026. C'était une décision politique, non un manque technique. Ce qui manque encore à la réalisation, c'est le ravitaillement en orbite, un vaisseau entièrement réutilisable, une base lunaire comme station intermédiaire et surtout plus d'expérience de vol avec le Raptor 3 lui-même. L'acquisition de cette expérience commencera, espérons-le, le 20 mai. Il y a un moment dans la vidéo de SpaceX de la semaine dernière où Jacob McKenzie, le vice-président chargé de Raptor, se tient devant une forêt de moteurs terminée. Il dit, en traduction libre, « Dire que quelque chose est impossible n'est vrai que si cela enfreint les lois de la physique. Nous ne violons aucune loi de la physique. Nous essayons simplement de les utiliser aussi efficacement que possible. » C'est l'essence même de tout le programme Raptor. L'industrie a essayé pendant 60 ans de faire fonctionner le cycle à combustion étagée à flux complet. Pendant 60 ans, elle a échoué. SpaceX n'a rien découvert de physiquement nouveau.
Ils ont simplement appliqué la physique de manière plus rigoureuse que toute autre entreprise avant eux. Et c'est précisément cela qui perturbe autant les concurrents établis. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'astuce que seul SpaceX connaisse. Les brevets sont publics. Les principes sont connus. Les matériaux sont disponibles dans le commerce. Le Raptor 3 n'est pas un meilleur moteur. C'est une approche complètement différente de la manière de construire un moteur. Et c'est ça la véritable révolution. Et ceux qui ont vu notre vidéo sur LEAP 71 savent que la prochaine révolution est déjà en train de se préparer. Un immense merci au sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Nuki. Le lien est dans la description ci-dessous. Avec le code MARCHCHRONIQUEN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur le Smart Lock Pro et Ultra. Je m'appelle Sirwan et c'était Mars Chroniquen. Merci d'avoir regardé. Per aspera d'astra.